7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour. Emmanuel Macron l'a confirmé lundi soir. 65 ans, c'est l'âge légal auquel le candidat compte repousser progressivement l'âge de départ à la retraite, aujourd'hui fixé à 62 ans. Anne Hidalgo a estimé sur France Info que beaucoup de travailleurs parmi les plus pauvres sont morts à 62 ans, je cite, et plus encore à 65 ans. Fin janvier, le patron du MEDEF déclarait que les Français avaient plus de 30 ans d'espérance de vie à la retraite. Alors que disent les chiffres sur l'espérance de vie en France? Bonjour Sylvie Leminez. Bonjour. Vous êtes responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE. À la faveur donc de cette annonce d'un âge de départ légal à 65 ans, on a entendu une statistique circuler. À 62 ans, un quart des 5% les plus pauvres en France sont déjà morts. Qu'en est-il ? Alors en fait, oui, à 62 ans, il y a déjà des inégalités sociales entre les Français qui sont très importantes et en particulier entre les plus modestes et les plus aisés. Donc ce chiffre de 25%, c'est la proportion d'hommes en fait parmi les 5% des personnes les plus modestes en France qui sont déjà décédées. C'est 5 fois moins, 5% pour les hommes, les 5% les plus aisés. Et pour les femmes, les chiffres sont un peu plus faibles parce que les femmes vivent plus longtemps. Donc à 62 ans, 13% des 5% les plus pauvres sont déjà décédés et 3% pour les plus aisés. Alors, on le comprend, c'est un élément très important, puisque Oui. lorsqu'on dit qu'on a 30 ans d'espérance de vie à la retraite, bien évidemment, en réalité, il faut moduler en fonction donc, du niveau de vie. Oui. Et tout ça, c'est lié à une enquête qui a été faite en 2018. Alors, c'est ancien pour vous, mais c'est nouveau pour nous. En fait, c'était aussi nouveau pour l'INSEE parce que l'INSEE a étudié depuis très longtemps les différences d'espérance de vie entre catégories sociales. Par exemple, il y a en gros 6 ans d'écart d'espérance de vie entre les hommes cadres et les hommes ouvriers. Et en 2018, c'était la première fois que dans ce qu'on appelle l'échantillon démographique permanent, qui est un échantillon très important qui remonte à la fin des années 60, on a pu disposer du niveau de vie et donc être en mesure de calculer les différences d'espérance de vie selon le niveau de vie des personnes. Sylvie Leminez, de quel niveau de revenu parle-t-on? Parce que là aussi, c'est très important. Alors là, en l'occurrence, dans cette étude, c'est des niveaux de vie de l'année 2011. Donc qui datent aussi un petit peu. Et puis les 5% des personnes les plus modestes, elles ont en moyenne un niveau de vie qui est le revenu disponible du ménage divisé par le nombre de personnes du ménage, un peu inférieur à 500 € par mois. Donc c'est vraiment très très modeste. Et à l'opposé, les 5% les plus aisés ont un niveau de vie qui est de l'ordre en moyenne de 5 500 € par mois. Et comment se calcule l'espérance de vie en fonction des niveaux de vie? Alors par exemple, est-ce qu'il faut considérer que les 5% les plus pauvres gagnent 500 € toute leur vie? Parce que là aussi, on observe que les niveaux de vie ne sont pas identiques, ne sont pas stables toute la vie d'un individu. Oui, tout à fait. Oui, les niveaux de vie ont tendance à croître jusqu'à la cinquantaine et puis après le départ en retraite a diminué en moyenne. Alors tout d'abord, le calcul lui-même de l'espérance de vie, c'est un calcul fictif, mais qui est très, très utile en réalité. Mais on suppose qu'il y a des personnes qui naissent par exemple aujourd'hui et à chaque âge, elles vont avoir le taux de mortalité de l'année en question. Et quand on raisonne sur l'espérance de vie par niveau de vie, on suppose qu'à chaque âge, les personnes vont, par exemple, être dans les 5% les plus modestes, mais relativement quand même à leur âge. Donc, on tient bien compte de la croissance des niveaux de vie en fonction de l'âge. Mais on suppose que toute leur vie, les personnes restent parmi les 5% les plus modestes à chaque âge ou les 5% les plus aisés à chaque âge. Dans la réalité, il y a des mobilités ascendantes, des mobilités descendantes ou des carrières plus plate. Donc c'est un indicateur fictif, mais comme je vous disais, qui est très utile parce qui permet quand même d'approcher la différence d'espérance de vie selon le milieu social, selon le niveau de vie des personnes. Comment s'expliquent ces inégalités d'espérance de vie, Sylvie Leminez? C'est une question qu'on se pose parce qu'il serait évidemment indispensable d'y remédier. Alors, il y a un impact direct du niveau de vie sur la santé. Par exemple, les difficultés financières font que certains renoncent aux soins de santé. Et là, on a des enquêtes très claires qui nous montrent, par exemple, qu'en 2014, les 20% les plus modestes étaient 11% à avoir déclaré qu'ils avaient renoncé à des soins
en raison de difficultés financières, et c'était 1% seulement des plus modestes. Ensuite, le niveau de vie, quand on a un niveau de vie élevé, on a souvent une position sociale plus élevée, on est plus souvent cadre qu'ouvrier, par exemple. Et donc, quand on est cadre, on est moins exposé à la pénibilité du travail, à des accidents du travail. Donc, il y a des risques professionnels qui sont moindres. Il y a des comportements aussi qui varient. Par exemple, c'est documenté dans des enquêtes de Santé publique France. Les personnes avec les diplômes les moins élevés fument bien davantage au quotidien, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de comportements, de risques professionnels ou de renoncement aux soins qui peuvent expliquer ces différences. Et puis alors ça c'est beaucoup plus traditionnel, ça se constate un peu partout, c'est l'espérance de vie pour les femmes qui est supérieure, donc 85,4 ans d'espérance de vie pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Oui, alors il y a toujours eu un écart entre femmes et hommes, avec les femmes qui vivent plus longtemps que les hommes, mais cet écart se réduit quand même au fil des années. Alors ça s'explique à la fois, même si c'est de moins en moins le cas, parce que les femmes ont des carrières moins longues, travaillent plus souvent à temps partiel ou des durées incomplètes dans l'année, et donc sont moins exposées à des risques professionnels. Et cet avantage... Mais elles ont aussi un travail, la double journée travail des femmes. Oui, ça c'est vrai. Et de toute façon, les différences femmes-hommes se réduisent. En revanche, les femmes, et notamment parce qu'elles ont un meilleur suivi médical, notamment pendant toute la période de durée de vie féconde, ont sans doute un rapport à la santé, davantage de prévention et de suivi médical, ce qui pourrait expliquer les différences, mais même si encore une fois, elles se réduisent. Dernière chose, Sylvie Lominez, est-ce que l'on voit des différences liées aux aspects géographiques cette fois ? Oui, alors il y en a, alors qui peuvent s'expliquer en partie par des différences de niveau de vie. Enfin, en Île-de-France, à Paris, il y a beaucoup plus de cas de niveau de vie élevé. Mais quand on contrôle de toutes ces différences entre les régions, il subsiste des différences avec des risques de décédés qui sont moindres en Occitanie ou dans les Pays de Loire, et à l'inverse, beaucoup plus élevés dans les Hauts-de-France, l'Île-de-France se situant légèrement au-dessus de la moyenne en termes de risque de décès. Merci Sylvie Lominez. Je rappelle que vous êtes responsable de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE. 7h22 sur France Culture.